Voici Gaston. Gaston le Vison. Et ça, c'est sa maison. Gaston, on ne sait pas ce qu'il pense, mais dans sa tête, il ressent des tas d'émotions. Ce jour-là, Gaston le sentit. C'était comme un frisson, un sentiment de confusion autour de lui. Il se met à s'agiter, et puis tout d'un coup se retrouve entassé. Une pulsion lui dit de s'enfuir, de retrouver sa liberté. Mais impossible de s'échapper. Il suffoque, inspire une dernière bouffée de cet air toxique, et puis, ce fut fini. Gaston le Vison était parti. 15 millions. En ce début novembre, c'est plus de 15 millions de visons qui ont été abattus au Danemark. Imaginez, si on rapportait ça en vie humaine, ça serait plus que la population de la Belgique. Alors oui, on parle bien de visons et non pas de vie humaine. Mais au final, qu'est-ce qui différencie vraiment l'homme de l'animal ? Déjà, il faut comprendre pourquoi on a décidé d'abattre du jour au lendemain près de 15 millions de visons. Le problème principal dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que ce sont des mesures prophylactiques. C'est-à-dire qu'on abat en fait préalablement des populations d'individus qui vont être potentiellement susceptibles à un virus ou à un pathogène, à une zoonose, de façon à éviter une propagation importante dans les élevages et une augmentation du coup énorme de la probabilité de transmission à l'homme. En fait, c'est essentiellement pour protéger l'homme qu'on va abattre donc préventivement ces animaux d'élevage. Alors vous l'imaginez, face à un tel événement, il y a eu beaucoup de réactions. Les visons pouvaient contracter la maladie, mais aussi réinfecter l'homme. Une nouvelle souche du virus a été détectée chez les visons. Det føles slet for dem, og undskyld. Det er det også for mig. Enfin, déjà, de toute façon, ces animaux allaient mourir, en fait. C'est ça qu'il faut garder en tête. De toute façon, ces animaux meurent. De toute façon, ils sont élevés dans des cages, dans des conditions atroces. Mais juste là, ça souligne à quel point en fait, ça n'a aucun sens ce qu'on fait avec ces animaux, quoi, parce qu'on peut les abattre par millions pour des risques sanitaires qu'en plus il était facile de prévoir. Il y a aussi ce truc-là qui est de se dire on va s'émouvoir de cette situation parce que là elle est exposée publiquement, mais ces animaux auraient dû être tués quoi qu'il en soit. Et du coup, il y a une espèce d'absurdité quelque part à se révolter dans ce cas précis, alors qu'en réalité, ça arrive tous les jours et que tous les jours, on tue des millions d'animaux. Si ces visons étaient tués, c'est parce qu'ils pouvaient potentiellement rendre le vaccin inefficace. Donc, partant de ce principe, on privilégie la vie humaine à la vie animale. Mais en réalité, en quoi l'homme doit-il primer sur l'animal ? Qu'est-ce qui différencie vraiment l'homme de l'animal ? Pour répondre à cette question, je pense que c'est important de revenir un petit peu en arrière. Nous revoilà avec Gaston, mais cette fois-ci en Grèce antique. Pour Aristote, les animaux et les hommes sont des êtres vivants puisqu'ils possèdent une âme. Mais alors que Gaston n'a comme seul objectif de se reproduire, l'homme souhaite bien vivre. Aristote définit l'homme à mi-chemin entre l'animal et le dieu. Il est mortel et doit répondre à ses besoins primaires, mais a la capacité de raisonner. Enfin, alors que l'animal n'est déjà préparé à la vie sauvage, l'homme n'est sans aucune faculté particulière, mais a la capacité de toutes les acquérir. On avance dans le temps et nous voici en plein cœur du Moyen-Âge. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque, la religion a une influence considérable. Et selon la Bible, Dieu a créé Adam, puis a ensuite créé les animaux pour servir Adam. Donc, les animaux sont là pour servir l'homme, et l'homme a le droit de décider de leur vie ou de leur mort. Face à cette vision bien ancrée et assez réductrice de l'animal, certains philosophes commencent à s'y opposer. Au XVe siècle par exemple, Montaigne est un des premiers à les étudier pour mieux les comprendre. Il en conclut que les animaux sont aussi doués d'empathie, et qu'il n'y a pas une différence de nature, mais de degré entre l'homme et l'animal. Mais bon, même s'il y a une légère prise de conscience qui commence à apparaître, un autre grand philosophe vient tout bousculer. Et ce philosophe, c'est René Descartes. Pour Descartes, un être vivant est constitué de deux substances, l'âme et le corps. L'âme est immortelle et elle nous permet d'accéder au paradis. Mais le problème, c'est que si Gaston est un être vivant, il peut aussi aller au paradis. Et ça plaisait pas trop à la religion. Alors, Descartes invente un concept, l'animal-machine. Seul l'homme possède une âme, et donc Gaston n'est pas un être vivant, mais un mécanisme complexe créé par Dieu. Grâce à cette théorie complètement farfelue, l'animal passe de pas grand-chose à rien du tout. On avance dans le temps et nous voici en 1869. La perception de l'animal va encore évoluer par un monsieur qu'on connaît tous aujourd'hui, Charles Darwin.
En étudiant les pinsons, il va se rendre compte que la nature sélectionne les individus les plus aptes à survivre, ce qui donne lieu sur des milliers de générations à des transformations des espèces. Sur ce principe-là, il va élaborer la théorie de l'évolution qu'on connaît tous aujourd'hui, mais imaginez un peu le scandale. L'homme descend du singe. L'homme ne serait donc pas une création de Dieu? Gaston serait-il notre égal finalement? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette découverte, elle va remettre en question beaucoup de nos croyances. Et surtout, la place des animaux au sein de notre société. Donc, à partir du XXe siècle, la perception de l'animal commence à évoluer. Et apparaît ce qu'on appelle l'éthologie. L'éthologie, donc, c'est l'étude du comportement animal et humain, donc c'est une science. C'est-à-dire qu'on va aller étudier l'animal dans son environnement naturel ou alors en laboratoire pour déterminer comment ce comportement se met en place, qu'est-ce qui l'influence, comment il fonctionne, ce qui permet d'un point de vue pratique de mieux les conserver, de mieux les protéger aussi. Par exemple, Jacob van Eschool, qu'on appellera Jacob, est un des premiers éthologues et il développe une vision que je trouve vraiment intéressante. Chaque animal a un rapport différent au monde en fonction des sens dont il dispose. Si on se plaçait par exemple du point de vue des cétacés, en se disant voilà, le dauphin, il est capable, ou la baleine sont capables d'émettre des ultrasons pour se déplacer dans l'espace. Si on se mettait de leur point de vue, bah nous en fait on serait trop nuls. On serait trop nuls les humains parce que il y a plein de choses qu'on n'est pas capable de faire et que les animaux, ils ont des capacités qui sont étonnantes et sûrement des perceptions très différentes du monde par rapport à nous. Et avec l'arrivée de l'éthologie, on cherche aussi à comprendre ce que nous, l'espèce humaine, on partage avec les animaux. On a quasiment tout en commun avec eux, en réalité. On a les émotions, on a les sentiments, les ressentis. Les grands traits sont identiques. On a quasiment les mêmes cellules intérieures, on fonctionne de la même façon. On a quasiment les ADN qui sont très similaires. Voilà, on a du plaisir, on a du désir, on a envie de se reproduire. Et des comportements qu'on pourrait qualifier de humains, de façon un peu égoïste, chez les animaux, on en trouve beaucoup. Par exemple, l'amour maternel. La mère écureuil est prête à se sacrifier pour ses enfants. Ou encore plus étonnant, un corbeau a décidé d'adopter un chaton après avoir perdu sa couvée. Et en fait, cette dose d'amour pour les enfants, elle est provoquée par une hormone qu'on appelle l'oxytocine. Et cette hormone, elle est présente chez tous les mammifères, dont l'espèce humaine. Potentiellement, la seule différence notable qu'on pourrait mettre en évidence, c'est le niveau de conscience qui peut être différent entre l'animal, l'espèce, chien, chat, etc. par exemple, cheval, etc., et l'espèce humaine. L'éthologie nous a donc permis de comprendre que Gaston est bien un individu, doué d'émotions et de sensibilité. Et si Gaston est un individu, il a également des droits. En 1990, par exemple, on publie la Déclaration des droits des animaux. 10 articles pour inciter au respect des animaux. Ou plus récemment, en 2015, un article classe les animaux non plus comme des objets, mais bien comme des êtres doués de sensibilité. Et des réformes comme celle-ci, il y en a eu pas mal d'autres. Mais malgré tout, est-ce que le traitement des animaux a-t-il vraiment évolué aujourd'hui ? Aujourd'hui, notre législation permet de tout faire presque sur les animaux. Enfin, je veux pas exagérer, mais quand on voit les conditions, par exemple, dans lesquelles sont élevés des cochons ou des poulets, ou des poules pondeuses dans des cages en batterie, on voit qu'on a quasiment le droit de tout faire. Le problème de ces lois et de ces déclarations, c'est qu'elles n'ont pas vraiment de valeur juridique. Elles montrent certes une prise de conscience, mais en réalité n'imposent pas grand-chose. Il y a un espèce de paradoxe qui est humain, mais je pense qu'il tient... on n'a pas envie, plus que ça, de réfléchir au fait que les animaux sont sensibles et qu'ils peuvent souffrir. Parce que sinon, ça nous met dans une position de bourreau quelque part, où par notre manière de consommer, par notre manière de les traiter, en fait, on se sentirait coupable quelque part de les faire souffrir. Et puis, tous les animaux n'ont pas la même valeur à nos yeux. Ou du moins, on ne veut pas leur accorder la même valeur en fonction des besoins que l'on en fait. C'est une des manifestations de ce qu'on appelle le spécisme. C'est le fait de faire des différences entre des individus qui pourtant ont une sensibilité similaire, mais à partir du critère de l'espèce. On sait aujourd'hui que les cochons ont généralement des capacités cognitives un peu plus élevées que celles du chien. Donc on pourrait dire, en faisant un raccourci, qu'ils sont un peu plus intelligents que les chiens. Et pour autant,
on les élève dans des conditions atroces, alors que le chien, on dort avec lui dans son lit, on le chouchoute et c'est un membre de la famille. Mais le problème, c'est quand on élève un animal dans le but de nous nourrir, on ne veut pas s'y attacher. Et on cherche justement à le déshumaniser. Et surtout, je crois qu'on essaie de défaire le lien entre l'animal et la viande. La viande est vendue comme un produit à part entière, mais on élude complètement tout ce qui s'est passé avant, à savoir qu'on a fait naître des animaux, qu'on les a élevés dans telles conditions, et qu'il y a eu l'étape de l'abattoir. À la maison, c'est de se faire plaisir à la maison. Ingrédients sont frais et nos burgers généreux. Chez nous, le meilleur, c'est le saucisson. Le moyen pour l'instant le plus efficace qu'on ait trouvé, c'est déjà de montrer comment on traite les animaux. Il y a vraiment cette idée de sensibiliser et de quelque part essayer d'entraîner un prisme différent par lequel on pourrait voir les animaux plutôt comme des êtres sensibles que juste comme des tranches de jambon sous cellophane. Pour revenir à l'actualité, après cet abattage de visons, la première ministre danoise a tenu à rappeler que cet événement n'est pas la cause des éleveurs, mais bien du coronavirus. Mais est-ce que la Covid-19 n'a finalement pas quelque chose à voir avec notre rapport aux animaux ? Le Covid, visiblement vu son origine animale, s'il est arrivé jusqu'à l'homme, c'est justement quelque part parce qu'on a été le chercher. C'est parce qu'on a mis en place les conditions qui font qu'on a été en contact avec des animaux avec lesquels on ne devrait pas être en contact. Le virus de la Covid-19 est ce qu'on appelle une zoonose. C'est-à-dire que le pathogène s'est transmis de l'animal à l'homme. Et des zoonoses, il y en a beaucoup. On sait aujourd'hui que il y a 75% des agents pathogènes émergents qui sont d'origine animale. Et voilà, là, le Covid, c'est, on va dire, une première alerte qui n'est pas directement forcément liée aux animaux d'élevage, mais qui a quand même un lien, en fait, avec notre manière de traiter les animaux, puisque ça vient des animaux sauvages. Et en fait, on est en train de grignoter leur territoire. Si les écosystèmes ne fonctionnent pas dans leur ensemble, on ne peut pas maintenir une vie humaine. Donc on ne dépend pas seulement des animaux que l'on consomme, mais on dépend de l'ensemble de la biodiversité. Mais si on prend un peu de recul, que signifie l'homme à l'échelle des autres espèces ? À l'échelle de la Terre ? Peut-être serait-il temps de se rendre compte que l'homme n'est pas le centre de tout, mais seulement quelques lignes dans l'histoire du monde.